8 hommes peinèrent à l'approcher alors que son poids augmentait manifestement à mesure que l'on se rapprochait de la tombe. La première fois que j'ai eu une paralysie du sommeil, c'était terrifiant, j'en suis maintenant habitué mais ce premier épisode m'a marqué profondément. Dans mon rêve, je me trouvais au centre d'une arène et ma famille ainsi que mes amis remplissaient les gradins en m'appelant. À une dizaine de mètres de moi, une créature fonçait droit sur moi. Elle ressemblait à un homme décharné, peau sur les os, mais sa bouche était garnie de dents acérées qui évoquaient des lames. Je ne pouvais presque pas bouger comme on le sait parfois dans les rêves. Il attrapa ma main, la porta à sa bouche et mordit. J'ai ressenti une douleur atroce qui m'a fait sursauter et me réveiller en sursaut. J'ai allumé la lampe de chevet et j'ai découvert que ma main était tachée de sang à l'endroit où cette créature m'avait mordu. Encore sous le choc, je me suis levé pour aller aux toilettes et tenter de me calmer. C'est alors que j'ai vu mon coloc sortir de sa chambre et quand je l'ai appelé, il m'a répondu en semblant stupéfait et m'a dit qu'il venait d'avoir un cauchemar lui aussi. Je lui ai demandé ce qu'il avait rêvé et il m'a raconté presque mot pour mot la même scène, à la différence près que la créature ne l'avait pas mordu mais avait griffé son ventre. Il a relevé son t-shirt et j'ai vu 3 entailles alignées sur son ventre. Nous sommes restés tous les deux très secoués pendant un bon moment. Depuis ce jour-là, la paralysie du sommeil est devenue régulière pour moi et cette créature revient à chaque épisode. Elle s'impose dans l'immobilité de mes nuits comme si elle attendait que je sois à sa portée. Cela m'a obligé à réorganiser mes nuits. J'ai pris rendez-vous chez un médecin pour faire vérifier mon sommeil et discuter des mécanismes possibles. Le praticien m'a expliqué certaines causes physiologiques et m'a conseillé des règles d'hygiène du sommeil qu'il m'a fallu appliquer avec rigueur. J'ai aussi commencé une thérapie pour apprivoiser la peur et diminuer le stress qui précède les épisodes. Ces démarches m'ont aidé mais n'ont jamais complètement empêché la présence de la créature. C'était en 2010, et une lune de sang était annoncée. J'ai rassemblé tout mon matériel pour tenter de la photographier correctement. J'adore la lune, mes meilleurs moments se sont toujours déroulés sous sa pâle lumière. J'ai emprunté un excellent appareil photo pouvant se fixer sur un télescope, pris mon ordinateur portable et plusieurs accessoires, et j'ai aussi accroché mon pistolet calibre .40 parce qu'il y a des pumas et des coyotes dans le secteur. J'ai chargé tout mon équipement dans le Jeep et je suis parti vers un endroit à quelques kilomètres de la ville. Arrivé sur place, j'ai commencé à décharger et à installer le matériel quand j'ai entendu des moutons à proximité s'affoler. Je n'y ai pas prêté plus d'attention et, après quelques minutes, tout est redevenu calme. Juste au moment où je déballais la lunette, un bruit de plongeon très fort a retenti. La configuration du terrain était la suivante: pâturage, puis un ruisseau, ensuite l'endroit où j'étais, puis un champ de maïs. Le splash venait du côté du ruisseau, et ça a attiré mon regard. N'entendant rien d'autre, je suis retourné à l'installation du télescope. Puis j'ai perçu des bruissements, des brindilles qui craquent. Je me suis levé et j'ai braqué ma lampe torche autour de moi, sans rien voir. Le bruit s'est interrompu quand j'ai pointé la lumière, alors j'ai pensé l'avoir effrayé. Je remettais la lunette sur son trépied quand un claquement très net retentit derrière moi. Je me suis retourné d'un coup, arme à la main, et j'ai braqué la lumière vers un arbre tombé que j'avais repéré plus tôt. Il était là, à peu près de la taille d'un ours, mais la tête était plus canine qu'ursine et le corps plus mince. Nous sommes restés plantés face à face pendant ce qui m'a paru une éternité, puis il a grogné et foncé sur moi. J'ai hurlé et tiré à plusieurs reprises, en vérifiant après coup, j'avais tiré 8 fois. Il m'a renversé et j'ai cru ma vie terminée, mais au lieu d'achever l'attaque, il a simplement filé et s'est volatilisé dans le champ de maïs. Complètement secoué, j'ai jeté à la hâte les éléments les plus coûteux dans le Jeep et je suis parti en trombe, ne revenant qu'au lever du soleil pour récupérer le reste. Sur place, j'ai trouvé un garde-chasse, quelques adjoints du shérif et le fermier propriétaire du champ et du pâturage. Apparemment, la créature avait tué quelques moutons et il tentait de déterminer ce que c'était et où elle était allée. Les traces étaient de type canidé mais étranges, plus allongées qu'une empreinte de chien ordinaire. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais toujours pas, et parfois cela me réveille encore la nuit. Certains ont suggéré qu'il s'agissait d'un dogman, mais je n'en suis pas certain.
Mon père travaillait autrefois dans une maison hantée et il voulait ajouter une légende de fantôme au site internet pour attirer plus de visiteurs. Pour rendre l'histoire crédible, il avait fait venir une médium afin qu'elle explore les lieux et partage ses ressentis. Mon père n'était pas vraiment convaincu par ce genre de choses, il voyait plutôt cela comme une mise en scène amusante pour le public. Pourtant, au milieu de la visite, la médium s'arrêta et lui demanda s'il avait récemment perdu un marteau. Surpris, il répondit qu'en réalité plusieurs de ses outils avaient disparu depuis un certain temps sans qu'il sache où ils étaient passés. La médium expliqua qu'une vieille femme était morte à l'étage supérieur et que c'était elle qui gardait le marteau. Intrigué mais encore sceptique, mon père demanda à l'esprit de bien vouloir lui rendre son outil. Le lendemain matin, en entrant dans la maison, il découvrit le marteau posé bien en évidence sur la table, comme si quelqu'un avait voulu le lui rendre en silence. À partir de ce jour-là, il décida de laisser régulièrement des fleurs à la mémoire de cette femme et il remarqua que plus aucun de ses outils ne disparaissait. Avec le temps, cette histoire devint un véritable souvenir marquant pour lui et il continua à déposer les fleurs, non plus seulement pour éviter les disparitions, mais par respect pour la présence qui semblait veiller sur la maison. J'avais 17 ans quand je suis allé dans l'immeuble de mon ami, propriété de ses parents. C'était un vieil immeuble du quartier Pilsen à Chicago que son père disait autrefois avoir appartenu à Al Capone, affirmation dont je ne suis pas certain de la véracité. Il nous laissait utiliser un appartement au dernier étage pour traîner, et cet accès facilité au grenier, doté d'une porte fermée à clé dont nous possédions un exemplaire, nous permettait de monter sur le toit pour fumer. Une nuit, alors que nous allions justement monter, j'ai dû m'absenter pour aller aux toilettes et j'ai dit à mon ami que je le rejoindrais ensuite sur le toit. Une fois mes affaires faites, je suis monté vers la partie du grenier qui mène au toit. Là-haut il n'y avait aucune lumière, nous nous guidions donc à la lueur des écrans de nos téléphones. Nous avions des vieux téléphones à clapet sans lampe frontale, si bien que seule la luminosité de l'écran permettait d'éviter les objets entassés dans cet espace encombré. En me dirigeant vers la porte du toit, j'ai vu une ombre me dépasser. Ce n'était pas l'ombre projetée par mon téléphone, mais une silhouette qui semblait solide, comme une personne. Je l'ai suivi en pensant qu'il s'agissait de mon ami et je l'ai cherché en marchant dans sa direction, en pensant qu'il se moquait de moi. La silhouette est passée à plusieurs reprises devant moi avant de se diriger vers l'autre côté du grenier. C'est alors que j'ai entendu la voix de mon ami venant d'en bas. Il était au téléphone avec sa petite amie et parlait dans une autre pièce depuis tout ce temps. Cette découverte m'a profondément perturbé, je savais pourtant que je venais de suivre quelque chose d'invisible pour les autres. Effrayé, je suis redescendu les escaliers d'un bond. J'ai raconté ce qui venait de se passer à mon ami, lui ai expliqué que je ne voulais plus remonter, et nous avons fini par décider d'aller nous promener à la place. Quand j'avais 6 ans, cela m'est arrivé une nuit alors que je dormais profondément dans mon lit, j'ai senti le matelas à côté de moi s'enfoncer lentement comme si quelqu'un venait de s'allonger. J'ai ouvert les yeux et une femme adulte se trouvait à côté de moi. Elle n'avait rien d'effrayant au premier regard, elle semblait ordinaire et pourtant sa présence dans mon lit était impossible à expliquer. Instinctivement j'ai ouvert la bouche pour crier mais elle a posé un doigt sur ses lèvres pour me demander le silence, ses yeux étaient affolés et imploraient que je ne fasse aucun bruit. J'ai quand même hurlé de toutes mes forces et j'ai entendu mes parents se lever en trombe, la femme m'a regardé avec une tristesse profonde, des larmes perlaient au bord de ses yeux. Mon père a allumé la lumière de ma chambre et à l'instant même où la lampe s'est allumée elle n'était plus là, aucune trace n'indiquait qu'elle avait été présente. Le lit était intact et l'air semblait pourtant chargé d'un poids que je n'ai jamais su expliquer. Cette nuit-là j'ai dormi dans la chambre de mes parents et, même si la peur me tenait éveillé, j'ai davantage ressenti une peine insondable qui m'a marqué durablement. Les années ont passé et ce souvenir est resté d'une netteté surprenante, il m'a accompagné durant toute mon enfance et au-delà. J'ai eu d'autres rencontres semblables mais jamais avec la même personne, chaque visiteur invisible avait un visage différent et chacun laissait la même impression de détresse contenue. Après l'une de ces rencontres j'ai commencé à allumer une petite veilleuse et à laisser une chaise près de la fenêtre comme si quelqu'un pouvait s'y asseoir. Ces gestes simples étaient autant de rituels pour apaiser quelque chose que je ne comprenais pas.
Mes parents ont essayé de rationaliser les événements en évoquant des cauchemars, la fatigue ou l'imagination d'un enfant, mais ils ont aussi inspecté la maison à plusieurs reprises et n'ont jamais trouvé d'explication convaincante aux sensations que je décrivais. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec ces intrusions, elles ont influencé la façon dont je conçois la nuit et l'espace privé, et elles m'ont aussi poussé à garder un respect instinctif pour ce qui paraît tenir du vivant et de l'irrationnel. J'ai récemment commencé un nouveau travail où l'une de mes tâches consiste à fermer un bâtiment qui fut autrefois un hôpital spécialisé dans le traitement du cancer. Au début, je pensais devenir fou, mais mes collègues et les enregistrements des caméras de surveillance ont confirmé mes histoires. L'expérience la plus marquante eut lieu vers 22 heures, par une énorme tempête de neige. Je m'attendais à des bruits étranges, le vent qui hurle, ce genre de choses. J'étais au premier étage, un véritable labyrinthe de couloirs, en train de vérifier que toutes les portes étaient bien verrouillées, quand soudain j'entendis un gémissement. Je mis cela sur le compte du vent. 5 minutes plus tard, le son se répéta. Pris d'un doute, je lançai un avertissement en criant qu'il s'agissait de la police et que la personne devait se montrer. Je contactai aussitôt la radio pour demander du renfort et la confirmation que j'étais bien seul dans le bâtiment, ce qui fut validé. Aucun collègue ne vint cependant m'épauler à cause de la tempête, les sergents savaient très bien ce qui se passait, car ils suivaient les caméras. En terminant l'inspection du deuxième étage, j'entendis de violents coups résonner en bas, comme si quelqu'un se cognait la tête contre une porte. En redescendant, je découvris que le mécanisme de verrouillage de cette porte était déverrouillé. Or, ce système particulier ne s'ouvre qu'avec 2 clés très spécifiques, qui n'ont même pas l'apparence de clés ordinaires. Seul mon sergent de service et moi les possédions. En sueur, je remontai précipitamment et terminai la fermeture du bâtiment plus vite que jamais. De retour à la base, je rapportai ce qui s'était passé à la standardiste et à mon sergent. Ils éclatèrent de rire tout en reconnaissant mes dires. Ils affirmèrent que ce bâtiment était réellement hanté, et que même les étudiants qui y passaient en pleine journée vivaient des phénomènes similaires. La standardiste me montra ensuite l'enregistrement de la caméra, on y voyait clairement la lourde barre métallique du mécanisme se déverrouiller toute seule. Un frisson glacé me parcourut. Puis elle me montra une autre séquence où l'on m'apercevait courir dans le couloir vers la sortie, l'une des portes que j'avais verrouillées s'ouvrait brusquement derrière moi. Je ne l'avais pas entendue à cause du bruit de mon ceinturon et de mes bottes. La première année d'université, une fille avec qui je vivais a invité un ami à la maison pour la nuit. Il revenait de tourner des images sur le London Bridge à 3 heures du matin. Il tenait à montrer les séquences, en insistant pour monter le volume au maximum et écouter attentivement, parce qu'il était persuadé d'avoir capté quelque chose d'étrange. Nous nous sommes installés autour de l'ordinateur et, à peu près à la première minute, une voix basse et profondément menaçante a chuchoté lentement, « Lorsque tu marches le chemin du diable ». Puis des paroles indistinctes, avant de conclure par le mot mort. La manière dont ce dernier mot résonnait donnait l'impression d'un verdict inéluctable. La pièce est devenue lourde d'un silence qui tenait de l'effroi. L'ami s'est tourné vers nous et a demandé si nous avions entendu. J'ai dit que j'avais entendu une voix et j'ai répété les mots que j'avais perçus. Son visage s'est vidé de couleur et il a murmuré que j'avais entendu exactement la même chose que lui et que je n'étais pas la première personne à le dire. Ma colocataire a aussi confirmé qu'elle avait perçu les mêmes syllabes. Il expliqua qu'il n'avait pas entendu la voix sur le pont au moment du tournage, mais qu'elle était apparue pendant le travail de post-production et qu'il l'avait montré à d'autres qui avaient tous entendu la même chose. Après cet instant, nous avons passé 1 heure entière à réécouter la séquence, à manipuler le son et à tenter de séparer tout artefact technique de quelque chose d'autre. Pourtant, plus nous ajustions le niveau et la vitesse, plus la voix semblait vouloir se préciser sans jamais devenir claire, comme si elle cherchait à se donner à comprendre sans y parvenir complètement. Cette impossibilité de la saisir nettement transformait la peur en une lassitude lourde et froide. Nous avons fini par arrêter la lecture, convaincus qu'il y avait une présence qui s'était manifestée sur le pont la nuit et qui cherchait à être remarquée. Le sentiment que quelque chose habitait cet endroit nous a poursuivis longtemps après, et j'ai évité le London Bridge à la tombée de la nuit.
Je n'ai jamais voulu savoir davantage et j'ai gardé pour moi l'image de cette voix qui prononce un mot qui ne laissait place à aucun débat. Mon père possédait des maisons locatives. Dans les années 90, ma petite amie et moi entrions dans une maison après le départ d'un locataire pour la rénover. Il y avait une maison en particulier qu'il avait achetée alors que le locataire y vivait déjà. Quand ce dernier est décédé, nous sommes intervenus et avons commencé par les chambres, d'abord la peinture puis l'enlèvement des moquettes. Nous avons remarqué que nos couteaux à découper les moquettes disparaissaient régulièrement, et au début nous avons pensé les avoir accidentellement roulés dans les carpettes. Pour y remédier, nous avons acheté des couteaux orange fluo. Même avec ça, ils restaient introuvables. En retirant la moquette du salon, nous avons découvert plusieurs grandes taches, parfaitement identiques à du sang séché, imprégnées dans le sous-plancher en liège. Peut-être s'agissait-il seulement de taches, ou peut-être que quelqu'un avait dépecé une volaille dans le salon, difficile à dire. Alors que je peignais un mur du salon, j'ai vu une ombre à forme humaine glisser sur la cloison. J'ai d'abord pensé qu'il y avait quelqu'un qui se promenait dans la maison, peut-être une personne venue relever un compteur. Je suis sorti en courant, mais il n'y avait personne dans la rue ni devant la maison. J'ai fait le tour complet, rien. Nous avons terminé au plus vite et reçu notre paiement. Plus tard, mon père m'a appelé pour me demander avec quoi nous avions nettoyé, car la maison était pleine de mouches. Je suis retourné et j'ai lavé toutes les surfaces à l'eau de Javel. Le lendemain, la maison était encore envahie de mouches. La bâtisse repose sur une dalle en béton, il n'y a pas d'espace sous plancher. Mon père a conclu que les insectes devaient rentrer par des fissures dans la dalle et a comblé les fissures avec de la silice. Même résultat, toujours des mouches. J'ai aspiré des centaines de mouches mortes. Mon père avait connu la Grande Dépression et avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait élevé 10 enfants et avait beaucoup vécu, mais il a vendu cette maison maudite immédiatement. Il ne croyait pas à ce genre de choses, mais il n'était pas stupide. Quand j'avais 11 ans, j'ai vu un ovni, et je le jure jusqu'à la fin de ma vie. C'était un soir de printemps, entre 9h et 9h30. J'étais parfaitement éveillé, lucide, je ne prenais aucun médicament et je n'avais rien qui aurait pu troubler ma perception. Je regardais par la fenêtre et, entre ma maison et celle de mes voisins, il y avait une petite zone boisée. Parmi les arbres, je vis un objet posé au sol, c'était un ovni. Mais ce qui me troubla immédiatement fut que rien autour de lui ne semblait affecté, aucun arbre n'était renversé ni écrasé, aucune trace visible d'un impact ou d'un atterrissage. L'objet semblait simplement être là, comme s'il avait choisi cet endroit précis pour apparaître. Je suis resté collé à la vitre à l'observer, il ne bougea pas pendant 5 à 10 minutes. Il semblait attendre quelque chose, puis il s'éleva lentement dans les airs. Ses mouvements étaient circulaires et réguliers, il tournait sur lui-même en décrivant de larges spirales qui s'élargissaient au fur et à mesure qu'il montait. Ce manège dura encore plusieurs minutes, peut-être 5, et, à mesure qu'il gagnait de la hauteur, ces cercles devenaient immenses jusqu'à ce qu'ils disparaissent totalement dans le ciel. J'ai attendu de longues minutes encore, croyant qu'il allait revenir, mais rien ne se produisit. Le silence de la nuit revint peu à peu, comme si de rien n'était. Je n'ai jamais trouvé d'explication à ce que j'avais vu et je n'ai jamais retrouvé une expérience aussi nette. J'ai grandi en plein cœur de la Louisiane, perdu au milieu de nulle part. Je pourrais en raconter toute la nuit. Le souvenir le plus marquant, et je sais que ça sonnera invraisemblable, c'est cette créature à mi-chemin entre le rougarou et le dogueman qui venait s'asseoir dans la clairière au bout de notre allée. Je me faufilais souvent dehors pour fumer la nuit et veiller tard, le classique ado rebelle émo, et nous habitions le long d'une route isolée, sans ville à des kilomètres à la ronde. Notre seule lumière venait d'un énorme projecteur derrière le garage et, sur cette propriété immense, n'importe quoi pouvait surgir des bois, des coyotes aux panthères. J'étais habitué à ces choses-là. Ce qui m'étonnait, c'était la présence régulière, surtout en hiver, de cet être qui restait immobile sous le projecteur, comme quand on s'assoit par terre, jambes étendues, tenant sa queue et grattant le sol. Au début je pensais à des loups ou des coyotes hypertrophiés,
mais j'ai pris la décision stupide digne d'un film d'horreur et je suis sorti pour lui siffler dessus. Peut-être n'était-ce qu'un chien errant. J'ai vite appris ma leçon lorsque la chose se redressa sur ses pattes arrière, me fixa droit dans les yeux, sauta la clôture en grillage et fila sur la route déserte. Elle revenait toutes les quelques semaines, aux petites heures, généralement assise dans la clairière à gratter les monticules d'écrevisses ou accroupie au bout de l'allée de gravier. Ces nuits-là, je me résignais et allais fumer dans la buanderie. J'avais des photos des monticules éventrés, mais je n'ai plus ce téléphone depuis 2013. Je suis parti des années plus tard et je me demande souvent si la créature est toujours là. Cela ne m'étonnerait pas. La propriété était hantée, ou du moins on y avait enterré des corps. Les pierres tombales derrière la grange me mettaient toujours une peur noire, mais pas autant que le loup-garou. Je rêve encore de la façon dont il me regardait. Personne n'a jamais voulu me croire, mais mon chien et moi savons exactement ce que nous avons vu, nuit après nuit. Quand j'étais enfant, ma nièce, que mes parents avaient adoptée après la mort de ses propres parents, racontait souvent des cauchemars où un clown habitait le placard à linge, ce placard où se trouvait la chaudière dans notre maison. Nous l'appelions simplement le herring cuboire et nous pensions tous que ce n'était que de mauvais rêves d'enfants. Un soir où elle venait dormir chez ma mère, ma compagne me confia elle aussi avoir fait le même rêve peu de temps auparavant. Elle décrivit la même présence, drapée de couleur criarde et d'un sourire trop large, et entendre ces mots venant d'un adulte fit basculer l'affaire d'un simple songe vers quelque chose de plus inquiétant. Nous avons décidé d'enquêter calmement, d'abord en inspectant le placard à linge à la recherche d'un indice rationnel. Les serviettes étaient rangées normalement, la chaudière ne présentait aucune anomalie mécanique et pourtant l'air qui s'en échappait avait une odeur différente, plus sucrée, comme si quelque chose d'inhabituel avait laissé une trace. Un jouet ancien que ma nièce ne reconnaissait pas fut trouvé dissimulé derrière une pile de draps et la petite, au lieu d'être rassurée comme nous l'espérions, devint silencieuse et dit qu'il lui semblait voir parfois la silhouette par la fente de la porte. Nous avons installé une veilleuse et changé la chambre de place pour éloigner le lit du placard. Ma mère a accroché une vieille médaille que sa propre grand-mère portait pour se protéger, et nous avons instauré un rituel simple le soir, récit d'une histoire gaie et chanson avant d'éteindre la lumière. Malgré ces précautions, les rêves n'ont pas disparu immédiatement, ils se firent moins fréquents et la petite commença à raconter d'autres images, des scènes où le clown ne venait plus seulement du placard mais semblait l'attendre quelque part au fond de la maison. Cela nous a rendus plus vigilants et nous a appris à écouter sans minimiser la peur des enfants. Aujourd'hui la jeune fille a grandi et les visites se sont espacées. Il reste dans la famille une sourde prudence lorsqu'on passe devant ce placard et, parfois, tard le soir, quand la maison est très calme, l'un d'entre nous se souvient encore de la façon dont deux adultes ont partagé le même rêve et se demande ce qu'il y avait vraiment là, caché derrière des serviettes, attendant que quelqu'un le remarque. Après le décès de mon père, je suis allé habiter quelque temps chez un ami et sa mère. Les rapports avec ma mère étaient très tendus et je ne voulais pas rester chez mon ami au départ. Il ne voulait cependant pas que je reste seul pendant cette période. Pour une raison qui m'échappait, dormir chez quelqu'un d'autre me mettait toujours mal à l'aise. La première nuit, tôt le matin, je me réveillai en entendant la porte de ma chambre s'ouvrir. Un homme vêtu d'une chemise à carreaux rouges et d'une salopette en dénime entra en tenant un sac à outils. Il alluma la lumière, me regarda puis traversa une autre porte qui menait à la buanderie. Peu de temps après, je me rendormis. Quand je me réveillai de nouveau, la pièce était plongée dans l'obscurité. Tout était tel que c'était la veille au moment où je m'étais couché. Pensant avoir tout imaginé, je montai prendre un café et demandai à la mère de mon ami si l'homme en salopette était toujours là. Elle me répondit qu'il n'y avait eu qu'elle et moi dans la maison pendant toute la nuit. Très confus, je décrivis alors en détail l'apparence de l'homme, taille, corpulence, vêtements, barbe, tout. Elle pâlit soudainement, alla dans sa chambre et en ressortit avec une photo. L'image représentait exactement l'homme que j'avais vu au sous-sol ce matin-là, portant les mêmes vêtements. Elle expliqua que cet homme était mort il y a environ 30 ans. C'était son grand-père, l'ancien propriétaire de la ferme.
Pour empêcher la banque de saisir la propriété après un mauvais investissement dans des chevaux plutôt que dans des machines, il s'était donné la mort lors d'une nuit d'orage en plantant un paratonnerre au milieu d'un étang, et la foudre avait frappé. Grâce à ce suicide, l'assurance vie avait été versée, la famille avait pu conserver la ferme et la maison n'avait pas été saisie. Ma femme et moi roulions sur une route isolée du nord-ouest de l'Australie. La nuit tombait lentement et la route serpentait entre des collines arides. Soudain, en sortant d'un virage, nous avons découvert au milieu de la chaussée un oiseau gigantesque occupé à déchiqueter la carcasse d'un kangourou. J'ai freiné brusquement pour éviter de le percuter et la voiture s'est immobilisée à quelques mètres à peine. L'oiseau a alors ouvert ses ailes et s'est envolé d'un battement qui a fait vibrer l'air autour de nous. Sa silhouette emplissait littéralement le paysage et son envergure dépassait largement la longueur de notre Corolla. Debout sur la route, sa taille atteignait presque les 2/3 de la hauteur du capot, et il ressemblait à une sorte d'aigle, mais d'une dimension qui défiait toute logique. J'avais déjà vu de près des aigles royaux d'Australie, les fameux wedge-tails, certains dressés pour des démonstrations, et je savais qu'ils étaient considérés comme les plus grands oiseaux de proie capables de voler. Mais ce que nous avions devant nous ce soir-là était au moins 4 fois plus massif. Son plumage sombre et ses serres puissantes auraient sans peine pu emporter un chien ou même un enfant, et la puissance qui émanait de ses mouvements donnait l'impression qu'il n'était pas simplement un animal mais une créature échappée d'un autre temps. Nous sommes restés figés quelques instants après son envol, observant la silhouette s'éloigner en planant au-dessus des collines. Son ombre immense glissait sur le sol avant de disparaître dans le ciel encore teinté de lumière. L'air semblait plus lourd et la route soudain plus silencieuse, comme si toute trace de vie s'était effacée à son passage. Pendant le reste du trajet, ma femme et moi avons à peine parlé, chacun ressassant l'image de cet oiseau colossal. Encore aujourd'hui, nous nous demandons ce que nous avons vu ce soir-là sur cette route solitaire, un simple aigle dont notre mémoire aurait déformé la taille, ou bien une créature plus ancienne, un vestige vivant d'un monde disparu qui ne se montre que rarement aux hommes. Quand j'étais au lycée, je travaillais comme employé de courtoisie chez Albertson. Les gens me disaient souvent qu'ils m'avaient vu quelque part en ville, alors que je n'y étais jamais allé. Un jour, après les cours, je devais aller directement au travail. Je ne suis rentré chez moi qu'un peu après 21h. En entrant, j'ai salué ma mère et mes sœurs en lançant un joyeux bonsoir. Toutes me regardaient avec étonnement. Ma mère me demanda d'où je venais. Je répondis que j'avais passé toute la journée au travail. Ma mère et ma sœur aînée affirmèrent alors que c'était impossible, car j'étais déjà rentré quelques heures plus tôt. Selon elles, j'étais entré, j'avais dit la même phrase de salutation et j'étais monté à l'étage. Je leur assurai que ce n'était pas le cas, que je n'avais pas mis les pieds à la maison depuis mon départ le matin à 7h. Intrigués, nous sommes tous montés dans ma chambre pour voir qui était supposé être revenu. La porte était fermée, alors que je la laissais d'ordinaire ouverte. La lumière et la télévision étaient allumées. Nous avons ouvert la porte, mais la pièce était vide. Et pourtant, l'histoire devenait encore plus étrange. Au lycée, il existait une école secondaire appelée le Skill Center, un endroit où l'on pouvait suivre des cours techniques et professionnels. J'y avais étudié la télévision, la conception de sites web et la foresterie. Un jour, alors que j'attendais le bus devant le Skill Center après mon cours de télévision, une enseignante que je n'avais jamais vue accourut vers moi. Elle m'appela par mon prénom et m'ordonna de retourner en classe. Selon elle, j'étais absent depuis plusieurs séances. J'essayais de lui expliquer que je n'étais même pas inscrit à son cours, mais elle semblait me connaître parfaitement. Elle me conduisit donc au bureau, pensant que je séchais les cours. Devant la secrétaire, je donnai mon nom. Après vérification, mon inscription apparaissait bel et bien en télévision, comme je l'avais dit. Mais un autre dossier existait sous le nom de famille de mon beau-père, et cette fois, il indiquait ma présence dans la classe de cette enseignante. Je portais en effet parfois l'un ou l'autre de ces deux noms, et ils étaient tous les deux plutôt rares. Il était donc extrêmement improbable qu'un autre élève me ressemblant ait suivi ce cours. Pourtant, ce double avait rendu des devoirs, signé des documents avec ma propre écriture et suivi toute une partie du semestre.
Puis, sans explication, il avait cessé de venir. Personne ne l'avait jamais revu. Je prenais ma douche quand j'ai soudain entendu une voix lointaine, comme une femme qui pleurait. J'en suis sorti presque aussitôt. Mon beau-père avait vécu la même chose à un autre moment et avait même cru voir une fillette assise sur son côté du lit, alors que ma mère et moi étions hors de l'état. Nos affaires disparaissent parfois sans raison pour réapparaître plus tard sans explication, et tout cela commence à former un motif que l'on ne peut plus ignorer. Après ces épisodes, la famille a cessé de rire de ces histoires et nous avons commencé à faire attention aux signes. Mon beau-père a commencé à noter les heures où les sons survenaient et les pièces concernées. Ma mère a fouillé les archives familiales et a découvert une ancienne photo d'une enfant qui vivait autrefois dans la maison et qui portait des vêtements semblables à ceux que mon beau-père avait décrits. Certains proches ont proposé d'installer une veilleuse et de laisser une chaise près du lit afin que la maison paraisse moins vide la nuit, d'autres ont préféré ouvrir les fenêtres pour que l'air circule, comme si la présence cherchait simplement un passage. Malgré tout, aucun appareil n'a jamais capturé la voix clairement et les objets qui disparaissent continuent d'apparaître et de disparaître sans logique apparente. Un été, je travaillais dans un camp au nord-ouest Pacifique. La deuxième ou troisième nuit, je revenais en joguant seul du feu de camp du personnel jusqu'à la cabane où dormaient les campeurs et mon co-animateur. Je traversais une large allée herbeuse bordée de roseaux qui la séparait du rivage du Puget Sound. Il devait être environ 2 heures du matin, la pleine lune brillait. En courant, j'ai aperçu une silhouette dans les roseaux. Elle portait une robe blanche et n'avait pas de visage, seulement des cheveux. Je ne l'ai remarqué que parce qu'en m'approchant elle s'est redressée depuis une position accroupie, a reculé d'un ou 2 pas d'un mouvement saccadé, puis s'est de nouveau accroupie, restant visible là comme si elle attendait. Ces gestes m'ont paru inhumains. Mes jambes ont cédé, j'ai été submergé par la peur et je me suis effondré. J'ai essayé de courir vers ma cabane mais mes jambes ne voulaient tout simplement pas fonctionner. J'ai rampé et galéré jusqu'à la porte à 4 pattes. J'ai voulu hurler mais aucun son n'est sorti, seulement des halètements. Enfin j'ai réussi à ouvrir la porte en tâtonnant la poignée, ce qui m'a paru durer une éternité. Je l'ai refermée et je suis resté là, à l'intérieur, à attendre un long moment. Je n'ai rien entendu mais j'ai à peine dormi. À un moment plus tard dans la nuit, je me suis surpris à rire en me convainquant que ce n'était qu'un campeur sorti pour uriner. J'ai ri de moi-même pendant un bon quart d'heure avant de m'endormir. Le lendemain matin, pourtant, j'ai constaté qu'aucun des campeurs n'était sorti cette nuit-là pour aller aux toilettes. Je leur ai posé la question et tous ont affirmé qu'ils n'étaient pas sortis la nuit précédente. Je précise que ce camp était ouvertement destiné à du personnel et à des campeurs non religieux et plutôt sceptiques, orientation que j'avais et que j'ai encore en grande partie, mais je n'ai aucune explication à ce que j'ai vu cette nuit-là. Rien que d'écrire ça me fait encore très peur. L'été 2020, juste après avoir terminé le montage d'un concert en plein air façon drive-in, je restais avec le reste de l'équipe en train de discuter pendant que le public se dispersait. Au milieu de la conversation, j'ai vu une femme passer derrière le groupe en poussant un vélo. J'étais le seul à la regarder et, sans savoir pourquoi, j'ai lâché à voix haute « C'est un putain de fantôme ». Quand j'ai regardé de nouveau, elle avait disparu. L'évidence de la scène m'a troublé parce que rien n'indiquait qu'elle n'aurait pas pu être une simple spectatrice qui rentrait chez elle, pourtant, mon cerveau a réagi sans équivoque et l'a identifiée comme autre chose. Après ça, nous avons fouillé le parking en espérant tomber sur une bicyclette abandonnée ou sur quelqu'un qui s'était égaré, mais tout était vide. Plus tard, un membre de l'équipe est allé vérifier les images de surveillance et a trouvé une séquence floue où l'on voit la silhouette d'une femme traverser en poussant un vélo, puis se dissoudre en un bref silence visuel. La vidéo n'apportait aucune explication, mais elle a suffi à transformer la plaisanterie en un sujet sérieux de conversation et à semer l'inquiétude parmi nous. Certains ont juré qu'ils avaient déjà entendu des histoires à propos du lieu. D'une cycliste qui aurait eu un accident des années auparavant, la rumeur s'est répandue et le parking a pris une atmosphère étrange chaque fois que nous y retournions.
C'est arrivé vers 2006-2007, en été. Ma famille et mes amis vivent assez isolés, au milieu de nulle part, entourés de bois, de sentiers et de champs de maïs. Pendant l'école, une amie m'a raconté que sa famille avait décidé d'adopter une nouvelle religion, peu importe ce que cela voulait dire. Elle a expliqué qu'ils avaient consulté un soi-disant médium dans une grande ville, quelqu'un qui, d'après lui, voyait des choses que les autres ne voyaient pas. Le médium savait qu'il y avait un sentier derrière leur maison et un champ de maïs mêlé au bois, rien d'étonnant vu la région. Il leur a aussi dit qu'une créature, démon, extraterrestre ou être mythique, se manifestait dans les bois derrière leur maison vers 3h14 du matin, et qu'elle cherchait à communiquer à travers mon ami, ce qui expliquerait ses hoquets chroniques. Je n'y ai pas cru et j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite pour effrayer 2 autres copines de ma classe. On était toutes amies, même si j'aimais l'une d'elles, mais ça n'importe pas pour l'histoire. J'ai donc raconté ça à 2 amis et on a décidé d'aller dans les bois derrière la maison de mon ami ce soir-là pour essayer de voir la créature. Les filles sont venues en voiture chez moi vers 2h30 du matin parce qu'on pouvait facilement marcher jusqu'au sentier depuis chez moi. Il nous a fallu environ 15 minutes de marche pour atteindre l'endroit. Le sentier était plutôt sinistre, les arbres se rejoignaient au-dessus de nous et formaient un tunnel de feuilles et de branches. La nuit était très claire et les insectes et la faune faisaient beaucoup de bruit, donc l'ambiance n'était pas si oppressante au départ. Le temps passe, je suis assis par terre, une amie joue sur son portable basique et la fille que j'aimais me parle. À 3h14, je commence à provoquer cette chose et à lancer des cailloux dans les champs de maïs et les forêts proches. Au bout d'environ 5 minutes, on décide de rentrer. À peine levé et après 3 pas, tout autour de nous devient totalement silencieux. Plus de criquets, plus de mouvements. Soudain, à environ 2 mètres devant nous sur la droite, une grosse branche craque en 2 et on entend le rugissement le plus sinistre que j'ai jamais entendu. J'ai grandi ici et je chasse, mais aucun animal n'a jamais fait un tel bruit. Au son de la casse de la branche, on s'attendait à voir quelque chose surgir du forêt. Rien n'est apparu. Les filles se sont cachées derrière moi et on est resté à regarder cet endroit pendant une bonne minute, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Il faisait complètement noir et nos téléphones n'avaient pas de lampe de poche comme ceux d'aujourd'hui. J'ai lancé quelques cailloux vers l'origine du bruit, rien. J'ai considéré que ce n'était pas sûr de retourner par le chemin d'où on venait, alors j'ai dit aux filles de courir dans la direction opposée et que je traînerais derrière au cas où il s'agirait d'un prédateur qui aimait poursuivre sa proie. S'il nous attaquait, je voulais être sa première cible. Dès qu'elles ont couru, rien ne nous a poursuivis. Nous avons réussi à traverser les bois et à rejoindre une route qui menait à ma maison. Nous sommes rentrés vers 4 heures du matin. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'était. On y est retourné 1 an plus tard et rien ne s'est reproduit. J'entends encore ce rugissement dans ma tête et ça me donne des frissons. Mon meilleur ami et moi avons découvert un jour une boutique qui n'existait pas. Elle était remplie d'objets païens et ésotériques, des colliers de signes du zodiaque, des bougies, des livres étranges, tout un bric-à-brac mystérieux qui semblait sortir d'un autre temps. Elle se trouvait en plein centre de notre petite ville, un endroit que nous connaissions par cœur, et pourtant ni lui ni moi n'avions jamais vu cette enseigne auparavant. Nous y sommes entrés fascinés, avons flâné entre les étagères, mais comme nous étions de jeunes adolescents sans argent, nous n'avons rien acheté, en nous promettant de revenir plus tard avec de quoi prendre au moins un souvenir. 2 semaines après, une fois nos poches un peu plus pleines, nous sommes retournés au même endroit et avons découvert que la boutique avait disparu. Pas fermée, pas vidée, mais littéralement effacée. Il n'y avait plus de porte, plus de traces d'un commerce, le mur semblait n'avoir jamais été percé d'une entrée. Sans briques neuves ni travaux visibles, comme si cette façade avait toujours été intacte. Nous avons tourné plusieurs fois dans la rue pour vérifier, persuadés de nous être trompés d'adresse, mais il n'y avait rien à faire, l'endroit où nous avions passé près d'1 heure n'existait plus. Pendant des années, nous avons reparlé de cette boutique, parfois avec d'autres amis qui connaissaient bien le centre-ville, mais personne ne se souvenait avoir vu un tel magasin. Ce souvenir est resté figé comme un rêve partagé, un instant volé à une réalité parallèle. Chaque fois que je repasse dans cette rue, je ne peux m'empêcher de ralentir, en espérant qu'un jour la porte réapparaisse,
avec ses bougies allumées et ses colliers scintillants qui attendraient encore sur leur présentoir. Chez mon père, il se passait beaucoup de choses étranges, tellement que pratiquement chaque enfant qui entrait dans la maison, moi, mes sœurs, mon frère, et même mon père, avait vécu plusieurs expériences. Je me souviens d'un jour où je montais à l'étage pour prendre une douche. La salle de bain se trouvait au bout du couloir et, pour y accéder, je devais passer devant la chambre que je partageais avec mes sœurs lorsque je venais le week-end. En passant, j'ai aperçu, du coin de l'œil, quelque chose se redresser sur le lit du bas des lits superposés. C'était une silhouette de petite fille. Elle avait la peau très pâle, des cheveux noirs coupés au carré avec une frange droite qui couvrait son front. Ses yeux étaient deux énormes cercles, avec de grandes pupilles noires au centre. Elle était tournée de profil, son épaule droite en direction de moi, et l'autre moitié de son corps semblait cachée sous les couvertures. Un sentiment de terreur intense m'a envahi. Je suis redescendu immédiatement et j'ai refusé de retourner à l'étage ou même de dormir dans la maison. Mon père a dû installer une tente de camping dans le jardin pour que je puisse y passer le reste du week-end. Si cet épisode n'avait été qu'une illusion ou une invention d'enfant, je ne pense pas que j'en garderais un souvenir aussi précis encore aujourd'hui. J'avais environ 6 ans à l'époque, et j'en ai 23 maintenant. Il y a quelques mois, mon chat Salem, âgé d'1 an, est soudainement mort, et j'ai été dévasté de ne pas avoir pu le sauver. Ce jour-là, j'ai appelé mon travail pour dire que mon grand-père était décédé afin de pouvoir rester chez moi et pleurer en paix. J'ai pleuré pendant des jours, en me replongeant dans le chagrin que j'avais déjà porté pour lui. Il était mort il y a 20 ans, mais la douleur que je ressentais pour Salem m'avait ramené à ses souvenirs. Un matin, je suis retourné au travail et je suis passé devant un employé qui pratiquait ce qu'il appelait la sorcellerie et disait voir les énergies ou les auras. Quand il m'a regardé, il a poussé une exclamation et m'a demandé d'un ton inquiet qui était mort. Je lui ai répondu que c'était mon grand-père, pour ne pas révéler que j'avais perdu un chat. Il a alors hésité et m'a demandé si j'étais certain que c'était bien mon grand-père. Puis il a ajouté qu'un chat noir était perché sur mon transpalette et miaulait très fort. J'étais sous le choc parce que je n'avais parlé à personne de Salem et que je n'avais publié aucune annonce sur les réseaux sociaux. Il m'a donné une description précise, un pelage noir avec une petite tache blanche sur la poitrine et c'était exactement mon chat. Cette rencontre m'a laissé sans voix et a chargé la journée d'une étrangeté presque surréaliste. D'un côté, la tristesse restait crue, de l'autre, une impression que quelque chose autour de moi retenait Salem d'une façon que je n'arrivais pas à comprendre. J'ai passé le reste de la journée à revoir mentalement sa silhouette sur le canapé, la douceur de ses pattes et la façon dont il se frottait contre mes jambes. Les mots du collègue ont circulé dans ma tête comme une clé qui aurait ouvert une porte sur une réalité où les frontières entre le visible et l'invisible sont plus perméables que nous l'imaginons. Après cet épisode, j'ai cherché à donner du sens à ce qui s'était passé. J'ai parlé à quelques proches et à des personnes qui croient aux signes et aux énergies. Certains m'ont conseillé de faire un petit rituel d'adieu, d'autres m'ont simplement encouragé à garder vivant le souvenir de Salem par des gestes simples, comme laisser une assiette vide à sa place préférée ou poser une fleur sur son panier. Je me suis accordé ces rituels et j'ai commencé à noter mes rêves au cas où il reviendrait me voir dans mon sommeil. Avec le temps, la douleur s'est apaisée, mais l'étrange révélation du collègue est restée comme un signe que, d'une manière ou d'une autre, Salem n'était pas parti sans laisser un message. Encore une, venant de l'unité prison du service hospitalier. Il y a 2 chambres, que j'appellerai 123 et 234, et elles partagent un mur. L'hôpital n'est pas si vieux, construit dans les années 70, et c'est un hôpital de comté dans une petite ville. Nous ne recevons pas de traumatisme, quand un cas grave arrive, on le stabilise seulement en attendant qu'un hélicoptère médical ou les secours le transfèrent ailleurs. Les décès en chambre concernent généralement des personnes âgées et des causes naturelles. L'unité prison fonctionne depuis environ 8 ans et quand un détenu y meurt, c'est aussi le plus souvent de causes naturelles. Mais ce binôme de chambre est étrange. Je suis agnostique et athée,
Pourtant je ne peux pas nier que la même chose se produit à plusieurs reprises dans la chambre 123 et surtout dans la 234. Il y a un enfant. Plusieurs fois, juste avant de mourir, des détenus délirants ont parlé d'un gamin présent dans la pièce. Des patients présentant des altérations mentales sévères, non liées à la drogue mais à leur état mental, ont raconté ou complètement paniqué à cause de l'enfant qui se trouvait sous leur lit ou qui leur courait autour, les perturbant. Un homme est devenu si violent que nous avons dû le renvoyer à son unité, la question de l'enfant n'étant pas la seule cause mais semblant y contribuer. Parfois, un détenu lucide mentionnait qu'il entendait la télévision d'une autre chambre tellement fort qu'on aurait dit une émission pour enfants avec des voix d'enfants. J'ai veillé à garder le couloir silencieux et à m'assurer de ne pas entendre les télévisions depuis le hall. On pourrait avancer que l'histoire du gamin a circulé par le bouche à oreille entre les unités, mais ni les agents ni les infirmières n'avaient pour habitude de raconter des histoires aux détenus. De plus, nous admettions des détenus provenant de dizaines d'unités différentes. Depuis toujours, j'ai l'impression que quelque chose me suit, peut-être depuis ma naissance, et ma vie a été marquée par des événements étranges qui se répètent comme un fil invisible. Ma mère m'a raconté que, lorsque j'étais enfant, je la réveillais la nuit en lui demandant qui était la personne debout dans l'embrasure de ma porte. Je ne m'en souviens pas, mais elle a gardé le souvenir de ces réveils inquiets. Plus tard, quand mes parents ont commencé à me laisser seul à la maison, il m'arrivait d'appeler en panique pour qu'ils reviennent au plus vite ou qu'ils envoient quelqu'un me chercher. J'étais convaincu de ne pas être seul alors que toutes les portes étaient verrouillées. Dans la maison familiale, les bruits de pas résonnaient à l'étage alors que j'étais le seul présent. Une fois, ma compagne, qui n'était alors encore que ma petite amie, a entendu elle aussi ces pas lourds qui traversaient les pièces. Nous nous sommes figés, le silence qui suivait semblait peser plus lourd que les bruits eux-mêmes. Il arrivait aussi que je ferme une porte et la retrouve grande ouverte quelques heures plus tard, comme si quelqu'un voulait me rappeler sa présence. Quand nous avons emménagé dans notre premier logement de couple, les phénomènes ne se sont pas arrêtés, au contraire, ils ont pris une tournure plus violente. Des objets chutaient sans raison. Un jour, une boîte de pâtes rangée tout au fond d'un placard est tombée au sol sans que rien d'autre ne bouge. Des cadres fixés au mur se décrochaient soudain et se projetaient en avant, tandis que les autres restaient parfaitement immobiles, comme si la sélection des objets visés obéissait à une volonté particulière. Le soir, les bruits de pas à l'étage continuaient, réguliers, alors que nous savions pertinemment que personne n'y était. Une nuit, mon ukulélé s'est mis à vibrer et à jouer quelques notes tout seul dans une pièce fermée. Le son nous a glacés sur place, car il ne s'agissait pas d'un bruit vague mais d'accords distincts, comme si quelqu'un avait gratté les cordes pour s'annoncer. Au fil des années, j'ai accumulé des dizaines d'expériences précises et détaillées, certaines que je pourrais raconter avec tous les petits gestes et bruits qui les accompagnaient. Je n'attends pas que l'on me croie sur parole, mais je sais ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti. Il y a quelque chose qui partage mes maisons successives, une présence qui se déplace avec moi et qui se manifeste assez pour que je ne doute plus de son existence. Un soir, quand j'étais adolescent, je lisais un livre de la bibliothèque avant de me coucher. C'était un ouvrage vraiment ennuyeux que j'avais emprunté pour un projet d'histoire à l'école et je n'arrivais pas à garder les yeux ouverts. Je me suis endormi avec le livre sur le lit. J'ai eu ce qui ressemblait à un épisode de paralysie du sommeil et j'ai vu une silhouette sombre d'homme entrer dans ma chambre, regarder autour de lui, ramasser quelques bibelots puis les reposer. C'était terrifiant, tout mon corps hurlait de vouloir bouger mais je n'y parvenais pas même un doigt. Je voulais crier pour demander de l'aide mais rien ne sortait, malgré mes efforts désespérés. J'ai finalement réussi à trouver le courage de le regarder mais, pour une raison inconnue, il restait flou. Ce n'était qu'une ombre, comme s'il n'était pas tout à fait réel. Il s'est approché du côté de mon lit, s'est tenu au-dessus de moi et m'a observé pendant ce qui m'a paru une éternité. J'étais pétrifié et incapable du moindre mouvement. Puis il s'est penché, a saisi mon livre de la bibliothèque et est sorti de ma chambre. Je n'ai jamais retrouvé ce livre, malgré avoir fouillé ma chambre et la maison en long et en large. Ma mère a dit que c'était un rêve destiné à m'aider à accepter la perte du livre mais je me souviens très bien m'être endormi en le lisant cette nuit-là.
J'avais même envoyé un texto à mon petit ami pour lui dire que j'aurais dû choisir un autre livre parce que celui-ci m'endormait. J'ai dû payer une amende et tout le reste. En juin 2020, mon ami, sa femme, mon père et quelques-uns des amis de mon ami sont allés faire une enquête paranormale au Benson Grist Mill, un moulin centenaire construit à l'époque par une figure importante de l'église mormone. Dès que je suis arrivé sur la propriété, j'ai eu la sensation d'avoir une pomme coincée dans la gorge, un serment que j'ai d'abord attribué à l'anxiété et que j'ai essayé d'ignorer. Puis nous sommes entrés dans une maison qui dépendait du domaine pour tenter un enregistrement EVP, et j'ai eu l'impression qu'une force essayait de me pousser au sol. Je me suis retrouvé ensuite dans le sous-sol du moulin avec mon ami et, sans raison, je me suis mis à pleurer. Sa femme est venue m'aider à sortir et à me calmer. Pendant une bonne demi-heure, elle est restée à mes côtés pour que je reprenne mon souffle. Alors que je me sentais plus stable, j'ai perçu la présence d'un enfant qui me guidait vers l'ancienne école située non loin du moulin. C'était comme si cet enfant cherchait à m'apaiser et à me montrer où aller. Plus tard, j'ai appris qu'une petite fille était effectivement décédée à proximité du moulin, et cette coïncidence a fait vaciller tout ce que je croyais pouvoir expliquer rationnellement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des contusions sur le cou, des marques que je n'avais pas au moment où je me suis couché. Ce constat m'a profondément troublé et m'a convaincu de retourner sur les lieux. Lors de ma seconde visite, l'atmosphère était plus dense, j'ai entendu des rires d'enfants étouffés, des pas feutrés dans la poussière d'une salle vide, et j'ai trouvé près de l'ancienne salle de classe un petit jouet en bois qui avait l'air d'avoir été laissé là depuis des décennies. Je l'ai ramassé, il dégageait quelque chose d'étrangement familier, comme si la présence me remerciait d'avoir rapporté un souvenir oublié. Avec mon ami, nous avons enregistré à nouveau, nous avons parlé avec quelques habitants du coin, consulté des archives locales et confirmé l'existence d'une fillette qui avait vécu près du moulin. Rien ne nous a donné d'explication scientifique absolue, mais la somme des détails a renforcé la conviction que quelqu'un ou quelque chose restait attaché à cet endroit. Avant de partir, j'ai déposé des fleurs près de la vieille porte de l'école et j'ai murmuré une phrase d'adieu. À ce moment précis, une chaleur légère m'a parcouru la nuque et j'ai senti que la tension qui m'accompagnait depuis l'arrivée s'était quelque peu atténuée. Il y a plus de 30 ans, le beau-père de ma mère est décédé. C'était, en pratique, son père biologique étant parti quand elle avait 9 ans. Après les funérailles, il y a eu un rassemblement à la maison. Le téléphone a sonné, ma mère a décroché et a entendu, de la part d'un appelant masculin, son prénom prononcé d'un ton interrogatif, comme si on l'appelait par surprise. Elle était convaincue que c'était la voix de son beau-père, paniquée, et a raccroché. L'appel n'a pas été renouvelé et, lorsqu'on a vérifié l'identification de l'appel, la fonction de rappel renvoyait vers un numéro correspondant à quelqu'un qu'elle connaissait et qui avait appelé bien plus tôt. En d'autres termes, selon l'opérateur téléphonique, il n'y avait pas eu d'appel nouveau. Aujourd'hui encore, ma mère croit que c'était lui et elle regrette d'avoir paniqué et raccroché. Pour info, ma mère n'est pas religieuse ni portée sur le spirituel. Histoire en bonus. Quand mon autre grand-père est décédé en 2004 des suites de complications après une opération du côlon, il était hospitalisé. Mon père et ma tante étaient présents car ils estimaient qu'il y avait environ une chance sur 2 qu'il s'en sorte, vu son grand âge. Il s'est réveillé et a demandé quand il était revenu. Ils lui ont demandé d'expliquer ce qu'il avait vécu. Il a décrit un rêve dans lequel il faisait un voyage en caravane Airstream avec un ami avec qui il s'était brouillé 50 ans auparavant. Ils conduisaient et ils avaient été éblouis par une lumière blanche qui remplissait le pare-brise. Puis il s'est réveillé. Quelques minutes plus tard, il s'est rendormi et est décédé. On a appris que lui et cet ami avaient toujours rêvé de faire ensemble un voyage à travers le pays mais qu'une dispute, survenue peu après la Seconde Guerre mondiale, avait mis fin à leur relation et qu'ils ne s'étaient plus jamais parlé. Ce souvenir pesait visiblement sur lui. J'étais parti en week-end de pêche avec mon meilleur ami de l'université. Nous étions hébergés chez son grand-père, dans une vieille maison isolée, perdue au milieu de nulle part. Comme la nuit était magnifique et que le ciel était clair, nous avions décidé de dormir dans la véranda,
entouré de grandes vitres donnant sur la forêt. Je me souviens avoir posé des questions à mon ami sur les bruits qui résonnaient dans la nuit. Il m'expliquait que c'était sûrement des cerfs ou peut-être des renards, toutes sortes d'animaux habitués à rôder dans les bois. Tout semblait calme jusqu'à ce que nous entendions un son qui n'avait rien à voir avec ce qu'il venait de me décrire. C'était un cri, ou plutôt un long hurlement déchirant, quelque chose d'inhumain qui traversa la nuit. Avant même que nous ayons le temps de réagir, la porte de la maison s'ouvrit et son grand-père apparut. Il tenait un fusil de chasse dans ses mains, d'un pas lent mais assuré, et nous dit d'une voix ferme que nous devions dormir sur les canapés à l'intérieur. Il ne donna aucune explication, et je n'osais pas poser de questions. Quand un vieil homme de 90 ans sort armé en pleine nuit et vous dit de rentrer, vous rentrez sans discuter. L'ambiance dans la maison avait changé, le silence paraissait plus lourd et chaque craquement du bois résonnait étrangement. Je me suis allongé sur le canapé en essayant de fermer les yeux, mais cette nuit-là je n'ai presque pas dormi, en me demandant encore ce que nous avions réellement entendu dans les bois. Quand j'avais environ 14 ans, je séjournais chez un ami. Il avait des lits superposés et je prenais le lit du haut. Nous nous sommes rendormis normalement mais, en rêve, j'ai vu un homme à capuche debout dans l'embrasure de la porte. Il est entré et est resté immobile, nous regardant tous les deux dans nos lits. Quand il m'a regardé, j'ai senti un froid glacial m'envahir et j'ai eu la nausée. Une peur écrasante m'a parcouru tout le corps. Je ne voulais pas attirer l'attention en appelant à l'aide, alors je suis resté complètement silencieux. L'homme à capuche s'est approché et s'est penché vers mon ami qui était dans le lit du bas. J'avais peur pour lui mais, en même temps, soulagé que l'attention ne soit pas dirigée vers moi. Je me sentais honteux de ma lâcheté. Un bruit inhumain émanait de la silhouette encapuchonnée. Un grondement bas et profond qui devenait de plus en plus fort jusqu'à me faire mal aux oreilles. J'espérais que ce vacarme réveillerait les parents de mon ami mais en même temps j'avais l'impression que nous étions piégés et seuls. L'homme a continué son hurlement à grondement jusqu'à ce qu'un essaim sans fin d'insectes commence à sortir de sa capuche. Ils se mirent à voler partout dans la chambre. Je me souviens qu'ils bourdonnaient près de mon visage, mais j'étais trop effrayé pour bouger et les chasser. Les insectes continuaient d'affluer et la pièce finit par en être remplie. Je ne me rappelle pas la suite, je dois avoir perdu connaissance. Le lendemain, en parlant de notre nuit, le père de mon ami nous a demandé si nous avions bien dormi. J'ai répondu que j'avais fait un cauchemar terrible qui m'avait vraiment effrayé. Mon ami a confirmé qu'il avait aussi fait un cauchemar. Là, c'est devenu encore plus étrange. Mon ami a expliqué qu'il avait rêvé que des milliers d'insectes le recouvraient. Je lui ai raconté mon rêve et cela nous a glacés tous les deux. Heureusement, ils ont déménagé peu de temps après, car il n'était pas question que je dorme de nouveau dans cette maison. Je vais te raconter quelque chose d'assez anodin en apparence, mais qui m'a laissé sans explication. Ce jour-là, j'avais emmené mon chien me promener, nous sommes rentrés, puis 5 minutes plus tard je suis ressorti pour aller à l'épicerie du coin. À mon retour, j'ai ouvert la porte et toute la maison s'est remplie d'une odeur de parfum très marquée, comme si quelqu'un avait couru partout en aspergeant du Chanel numéro 5. La grille était fermée, la porte de la maison verrouillée, les caméras de surveillance en place et mon chien, qui aboie pour un rien, était calme comme s'il n'avait rien remarqué. Je vis seul, personne n'était venu, pourtant l'odeur était là et impossible de trouver une trace d'intrusion. J'ai d'abord fouillé les pièces, soulevé des coussins et ouvert des placards, puis j'ai passé en revue les images des caméras. Les enregistrements ne montrent rien d'inhabituel, seulement les 5 minutes où j'étais parti, une courte séquence sans mouvement et un léger artefact de caméra à l'instant précis où l'odeur a dû apparaître. Je me suis mis à chercher des explications prosaïques, un flacon tombé sous un meuble, une livraison oubliée, un voisin pressé qui aurait traversé mon jardin, mais rien ne concordait. La sensation d'irréalité est restée, l'odeur tenace pendant plusieurs heures, la maison paraissait normale mais l'air portait encore ce parfum comme une empreinte invisible d'un passage inexpliqué. Je ne pourrai sans doute jamais prouver ce qui s'est passé et je n'ai trouvé aucune raison logique pour justifier cette visite olfactive. Depuis, chaque fois que je quitte la maison pour un court moment je jette un regard aux écrans et je prends le temps de fermer toutes les portes 2 fois.
En travaillant sur les navires, on entend souvent des histoires étranges, surtout sur les plus anciens. Il y a 4 ans, pendant une saison en Amérique du Sud, je passais beaucoup de temps avec l'équipe brésilienne, des gens joyeux et sympathiques. L'un d'eux, le responsable de la boutique, se plaignait sans cesse de ses employés qu'il trouvait paresseux. Il disait qu'il cherchait toujours une excuse pour éviter de travailler, prétextant la présence d'une petite fille courant dans la boutique. Un soir, alors que nous prenions un café avec le chef du département photo, il était particulièrement agacé parce qu'il devait prolonger sa journée à cause de son équipe. En pleine nuit, j'ai reçu un appel de la responsable du service photo. Elle m'a dit que notre ami était dans sa cabine, en larmes et tremblant. Pensant qu'il avait reçu une mauvaise nouvelle de sa famille, je m'y suis précipité. En réalité, il s'était trouvé dans son bureau, dont la porte faisait face à un long miroir couvrant presque tout un mur de la section vêtements. Après avoir entendu des rires d'enfants, il avait vu dans le reflet l'ombre d'une fillette qui semblait se pencher pour jeter un coup d'œil à l'intérieur tout en essayant de se cacher. Il n'y avait rien à la porte, seulement dans le miroir. Pris de panique, il s'était levé d'un bond et avait fui, tandis que les rires et le bruit de petits pas résonnaient dans la boutique avant de s'éloigner vers le casino situé sur le même pont. Le lendemain, j'ai raconté l'épisode à ma supérieure. Elle m'a alors confié qu'une vingtaine d'années plus tôt, une petite fille était sortie du théâtre avec ses parents. Elle avait couru devant eux, autour de la boutique, puis s'était dirigée vers le casino. En ressortant, elle était arrivée à l'Atrium, un vide entouré d'ascenseurs en verre reliant le pont 12 au pont 5. Elle s'était penchée par-dessus la rambarde pour regarder en bas, avait perdu l'équilibre et chutait. Elle s'était brisé la nuque sur le cou et était morte. Depuis ce drame, la silhouette de la fillette était souvent aperçue à la boutique et au casino. Dans ma ville natale, on racontait depuis des années l'histoire d'une adolescente des années 80 qui avait trouvé la mort dans un accident absurde après s'être enfuie de chez elle, et les gens affirmaient parfois l'avoir aperçue, toujours à bicyclette et coiffée d'une casquette de baseball comme celle qu'elle portait le jour de sa disparition. Une nuit où je rentrais tard, seul dans ma voiture, je me suis retrouvé arrêté à un feu rouge sans aucune autre voiture autour. Quand quelque chose a bougé au coin de mon regard, un geste si discret que je n'en ai d'abord pas saisi la nature, je me suis retourné, elle était là, exactement comme dans les histoires, sur son vélo, la casquette enfoncée, immobile, les yeux fixés sur moi. J'ai regardé droit devant pendant un millième de seconde pour calmer mon cœur, puis j'ai tourné la tête à nouveau et il n'y avait plus rien, l'espace où elle se tenait était vide, comme si elle ne s'était jamais trouvée là. Je suis resté un instant incapable d'appuyer sur l'accélérateur. La cabine de ma voiture semblait remplie d'un silence épais, et j'ai passé le reste du trajet jusqu'à chez moi à revoir cette image, à me demander si la fatigue ou les phares d'une rue voisine avaient joué un tour à mon cerveau. Le lendemain, j'ai pris des détours, j'ai roulé le long des pistes cyclables et des vieux quartiers où elle avait grandi, j'ai parlé à des voisins et à des employés de la quincaillerie en espérant recueillir un autre témoignage ou une explication rationnelle, mais personne n'a pu tirer plus de lumière sur ce que j'avais vu. La rumeur, qui jusque-là sonnait comme une légende urbaine destinée à attiser les soirées entre amis, a retrouvé en moi une forme de vérité dérangeante. Depuis cette nuit, je freine toujours instinctivement quand je passe à cet endroit précis, comme pour vérifier si cette visiteuse du passé n'essaie pas de me rappeler quelque chose d'inachevé. Parfois, bien des semaines plus tard, je me surprends à imaginer qu'elle file encore à travers la ville, invisible aux yeux de la plupart, mais présente pour ceux qui savent regarder au bon moment. Je n'ai pas cherché à prouver quoi que ce soit, car certaines rencontres semblent faites pour rester sans explication, et c'est peut-être cette absence de réponse qui rend le souvenir si tenace. Un soir, ma femme est rentrée à la maison. Nous vivions dans un immeuble au centre-ville. Il était environ 22 heures, et j'emportais les ordures jusqu'à la benne située dans la ruelle derrière le complexe. Le bâtiment ne comptait que 6 appartements sur 2 étages, les portes d'entrée donnant tout au sud. Nous habitions le numéro 5. En sortant de l'appartement, on arrivait sur un petit palier surélevé où l'on posait un paillasson, un pas en avant, et l'on se retrouvait sur un passage, avec à gauche et à droite un chemin à prendre,
car une très haute clôture en bois séparait le complexe de la grande maison voisine. En tournant à droite et en longeant les appartements 4 à 1, on tombait sur un portail qui donnait sur une des rues principales du centre-ville. En tournant à gauche depuis la porte de notre appartement, on passait devant le numéro 6, la buanderie, puis on arrivait immédiatement à un portail en fer forgé, juste de l'autre côté se trouvait la benne. La distance entre notre porte et la benne était très courte et, sans obstruction visuelle, on voyait depuis la benne toute la longueur du passage jusqu'au portail à l'autre extrémité du complexe. Toute la zone était bien éclairée, chaque logement allumait sa lampe de poche chaque soir, il y avait un lampadaire là où se trouvait la benne, et un autre juste de l'autre côté du portail, côté rue. Il était donc facile de voir ma femme ouvrir le portail et remonter le passage vers notre appartement. Je lui ai fait signe de la main, je ne sais pas comment elle n'a pas remarqué que j'étais là. J'ai pensé crier, mais je ne voulais ni l'effrayer ni alerter les voisins. Une fois la poubelle vidée, j'ai commencé à marcher sur la courte distance qui me séparait d'elle. En me dirigeant vers elle, j'ai aperçu la porte de notre appartement s'ouvrir. J'ai supposé que c'était elle qui l'avait ouverte, mais il faisait sombre et je ne l'avais pas vu le faire. Elle s'est penchée pour appeler mon nom, mais n'est pas entrée. Cela m'a paru étrange, puisqu'il s'agissait de notre propre appartement. Quand je suis arrivé derrière elle et que je me suis présenté, elle est devenue frénétique, elle m'a demandé, en pleurs, comment j'avais pu faire cela et comment j'étais ressorti. Je lui ai expliqué que j'étais allé à la benne pour vider les sacs, mais elle m'a interrompu en racontant que, selon elle, j'avais ouvert la porte pour elle, puis j'étais monté à l'étage, elle avait crié après moi, j'aurais tourné la tête et l'aurais regardé sans répondre, puis j'aurais continué mon chemin. Après avoir fouillé l'appartement, je n'ai rien trouvé d'inhabituel. 6 mois plus tard, nous avons emménagé dans la maison où nous vivons aujourd'hui. Peu de temps après le déménagement, ma femme a cru voir quelqu'un qui me ressemblait passer devant les fenêtres de la cuisine donnant sur le jardin. Ce n'était pas moi, mais selon elle la silhouette avait l'air exactement comme moi, elle avait fait tout le tour de la maison avant de disparaître. Ce n'est qu'ensuite qu'elle s'est rendue compte que j'étais bien dans la chambre. C'est l'histoire de ma sœur, et je ne sais pas si on peut la qualifier de paranormale, mais elle l'a trouvée assez troublante. Elle avait loué un minuscule studio pour l'été, un de ces appartements où tout est à portée de main, et un soir elle est rentrée rapidement pour manger quelque chose, se préparer et repartir rejoindre des amis. Elle a mis 2 tranches de pain dans le grille-pain puis elle est partie dans la salle de bain pour se laver le visage et se maquiller. Quelques minutes plus tard elle a entendu le bruit caractéristique du ressort qui claque, le petit pop qui annonce que le pain est prêt. Elle est sortie aussitôt pour le récupérer mais il n'y avait rien, ni dans le grille-pain ni autour. Elle a fouillé le comptoir, regardé sous les chaises, inspecté le sol, rien n'expliquait la disparition. Le grille-pain était encore chaud, preuve que quelque chose avait bel et bien grillé à l'intérieur, mais le pain s'était littéralement évaporé. Elle a vérifié même dans la poubelle et les placards en se disant qu'elle avait peut-être agi machinalement sans s'en rendre compte, mais il n'y avait aucune trace. Le malaise est venu du fait qu'elle était seule, que tout était fermé à clé, et qu'il n'y avait nulle part où le pain aurait pu disparaître. Elle a finalement haussé les épaules, pris une autre tranche et s'est dépêchée de repartir, mais elle m'a raconté plus tard qu'en sortant de l'appartement, elle n'arrêtait pas de se demander si elle n'avait pas été la cible d'un petit jeu invisible ou d'une mauvaise blague impossible à expliquer. Quelques années auparavant, avec des amis, nous traversions l'un de ces innombrables petits villages situés à la frontière entre la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, perdus dans les montagnes, et il était bien après minuit. La route était étroite, bordée d'arbres qui avalaient la lune, et nous roulions sans grand bruit, chacun plongé dans ses pensées ou dans la musique, quand l'un de mes amis a regardé dans le rétroviseur et a dit qu'il voyait des phares arriver derrière nous à toute vitesse. En un instant il a précisé que la voiture semblait foncer à 60 ou 70 miles à l'heure alors que la limite était de 25, et comme il n'y avait aucun signe de ralentissement, il a manœuvré pour se ranger sur le bas-côté afin de la laisser passer. Ce qui a filé devant nous n'était pas une voiture. C'étaient 2 points lumineux, 2 sources d'une intensité étonnante, peut-être aussi éblouissantes que des phares, et pourtant elles n'étaient rattachées à rien que nous puissions voir. Il n'y avait ni silhouette, ni carrosserie, ni bruit de moteur distinct,
seulement ces deux lumières qui traversaient le bitume comme si elles avaient leur propre trajectoire et leur propre volonté. Le manche du lacet de la route semblait presque refléter leur sillage, et pendant quelques secondes, alors que nous restions figés, l'impression d'être observés a pris le dessus. Nous avons repris la route, mais l'atmosphère dans la voiture avait changé, le silence se chargeant d'une tension muette. Au prochain village, nous nous sommes arrêtés pour raconter l'événement au premier bar encore ouvert, et les regards ont tourné avec une curiosité dont la chaleur trahissait qu'il ne s'agissait pas d'une première. Un homme plus âgé, habitué du coin, a hoché la tête d'un air entendu et a mentionné des récits que l'on se racontait au sujet de lumières étranges dans ces collines, des histoires de voyageurs qui avaient vu des lanternes sans porteur ou des éclats dans la nuit que personne n'avait su expliquer. Nous avons interrogé nos caméras embarquées au retour, mais les bandes ne montraient rien d'autre que la route noire et quelques reflets, aucun signe matériel des lumières. Le lendemain, poussés par la curiosité, nous avons retracé le tronçon où l'événement s'était produit, cherchant des traces sur le bas-côté, des marques de freinage ou des témoins, et certains riverains nous ont parlé d'anciennes croyances liées aux collines environnantes, comme si des phénomènes lumineux revenaient périodiquement pour hanter ceux qui passent après minuit. Nous n'avons trouvé ni explication scientifique, ni preuve tangible, seulement le souvenir net de deux points de lumière qui avaient défié toute logique en se déplaçant sans support visible. Depuis cette nuit-là, quand je traverse des routes de montagne tard le soir, je scrute l'obscurité avec un mélange de prudence et d'attention nouvelle, conscient que certains instants ne se laissent pas enfermer dans des catégories simples et que la nuit garde parfois des secrets qu'elle n'a pas l'intention de livrer. Un soir où mon plus jeune fils avait environ 3 ans, nous dînions en ville et il commençait à s'agiter à table, alors je l'ai pris par la main pour faire une petite promenade le temps qu'il se calme, et en tenant une porte ouverte il s'est soudain échappé pour courir un peu, l'espace piétonnier étant sûr et fréquenté. Il a filé vers un terrain adjacent où se dressaient les ruines d'une petite chapelle et des anciens logements d'aumônerie, avec des panneaux explicatifs pour les visiteurs, et je l'ai retrouvé immobile, les yeux levés vers la pierre effritée comme s'il cherchait quelque chose dans le ciel du bâtiment. Je me suis approché en souriant et je lui ai demandé ce qu'il faisait, et sa réponse m'a coupé le souffle. Il m'a dit que, il y a très longtemps, il s'était marié ici, comme si ce souvenir lui appartenait autant que sa soif de courir. Le ton de sa voix était étrangement posé, presque sérieux, puis en un clin d'œil il a retrouvé son air de tout petit, il a donné un petit rire, il s'est mis à courir ailleurs et la scène a repris son caractère banal. Pourtant la phrase est restée suspendue dans l'air et m'a traversé tout entier, je suis resté planté devant la chapelle en sentant une sorte de vertige, incapable d'effacer l'image d'un garçonnet qui évoque une vie antérieure avec la même certitude que s'il racontait la couleur du ciel. Je me suis senti obligé d'en parler, alors je l'ai raconté à ma femme en rentrant, puis les jours suivants je suis repassé sur place en journée pour lire les panneaux, parler à un guide bénévole et feuilleter quelques archives municipales, non pas pour prouver quoi que ce soit mais pour apaiser cette impression qui me collait à la peau. Les informations parlaient d'histoires anciennes, de mariages célébrés dans la chapelle jusqu'à sa ruine, et d'anciennes familles du village dont les noms restaient gravés dans la mémoire des habitants, mais rien qui explique la confidence d'un enfant de 3 ans. Ce que je retiens le plus de cet épisode, c'est la simplicité avec laquelle il a été prononcé et l'efficacité de l'instant qui m'a secoué. Je n'ai pas essayé de tirer une conclusion définitive, j'ai seulement noté que, depuis ce jour, je regarde parfois mon fils en me demandant quelles impressions lointaines peuvent traverser un regard d'enfant. Adolescent, j'étais en train de me préparer un truc à manger quand la maison s'est remplie d'un chant d'oiseaux soudain et incroyablement fort, comme si toute la cour avait décidé de se rassembler dans le salon en un instant. Je lève les yeux et je vois au moins 20 oiseaux faits de lumière voler dans la pièce, des silhouettes blanches et scintillantes qui tourbillonnaient comme ces effets anciens qu'on employait pour donner vie à des fées dans les vieux films. Au-dessus de tout ce concert, j'entendais nettement une voix qui répétait « Dis bonjour à maman ». Intrigué, je me suis adressé à elle sans hésiter. Je lui ai demandé si, avant ma naissance, elle avait déjà eu beaucoup d'oiseaux, des perruches ou quelque chose dans le genre, et elle a eu l'air étonnée en me répondant qu'effectivement, adolescente, elle avait entretenu près de 2 douzaines de perruches sauvages. C'étaient ses compagnons à l'époque et elle n'avait jamais pensé à en parler. Sa réaction m'a coupé le souffle parce qu'elle n'en avait jamais fait mention auparavant et parce que,
à l'instant même, le salon semblait habité par leurs petits cris lumineux qui semblaient lui renvoyer un salut en retour, comme si un souvenir collectif s'était matérialisé juste pour nous permettre de le partager. Après ce bref échange, j'ai fouillé le coffre des vieilles photos et, en feuilletant des albums poussiéreux, j'ai retrouvé des images jaunies montrant des cages et des perruches posées sur l'épaule d'une jeune femme insouciante. Ces photographies ont agi comme un pont entre le présent et l'étrange visite lumineuse, rendant l'événement encore plus tangible qu'il n'en avait l'air au départ. Je n'ai jamais prétendu comprendre si c'était un phénomène paranormal, un résidu de mémoire familiale qui cherchait à se rappeler à nous, ou simplement une hallucination partagée provoquée par la fatigue et l'imagination. Mon camp familial existe depuis des générations et il est construit sur une terre ancienne, autrefois habitée par des tribus amérindiennes, avec un ancien lieu de sépulture. Au fil des ans, nous avons trouvé sur place de nombreux objets qui rappellent nos ancêtres, et nous avons grandi avec l'idée que ces terres avaient toujours gardé une mémoire vivante. On raconte qu'un chef de tribu continue de veiller sur nous, qu'il traverse encore la crête du sable sur son cheval et qu'il observe discrètement ceux qui dorment sur le terrain. L'un des souvenirs les plus marquants reste une nuit où chacun de nous dormait dans son petit campeur, bercé par la pluie, quand nous avons été réveillés par un bruit inhabituel. On aurait dit que quelque chose tournait autour des véhicules, frappant doucement sur les parois comme pour attirer notre attention. Intrigués, nous sommes sortis et nous avons découvert que la rivière voisine était en train de sortir de son lit, l'eau montait rapidement et menaçait de couper notre accès. Nous n'avons pas hésité et nous avons quitté le campement en urgence, les phares des voitures éclairant les flaques et la boue alors que nous nous dépêchions de prendre la route. Le lendemain, une fois la pluie arrêtée, nous sommes revenus sur place. Le petit pont qui nous permettait de traverser avait été emporté par le courant et s'était retrouvé plus loin en aval, et pour rejoindre le camp il nous avait fallu utiliser des bateaux de ma tante. En arrivant, nous avons constaté que l'eau avait envahi tout l'espace, montant jusqu'aux portes des campeurs, transformant le terrain en marécage. Si nous étions restés cette nuit-là, nous aurions été piégés, nos véhicules noyés et peut-être même isolés sans possibilité de sortir. Nous n'avons jamais trouvé d'explication à ces coups frappés sur nos campeurs au moment précis où il fallait réagir, mais nous avons tous ressenti que quelque chose, ou quelqu'un, avait choisi de nous prévenir. À Snohomish, dans l'État de Washington, il existe un bar nommé l'Oxford, un lieu qui traîne derrière lui une réputation sombre. Son histoire est marquée par la violence, avec plusieurs morts et même des meurtres qui y ont eu lieu, et cette atmosphère trouble continue de nourrir toutes sortes de récits. Mes parents s'y sont rendus à plusieurs reprises pour assister à des concerts, et ils avaient déjà entendu parler de femmes enfermées dans la salle de bain sans raison apparente ou d'assiettes qui s'étaient brisées toutes seules dans la cuisine alors qu'il n'y avait personne. Un soir, mon père avait commandé un verre de vin rouge et il est descendu au sous-sol, là où se trouvent d'autres tables de billard et un petit bar secondaire. En descendant, il a senti le verre éclater dans sa main. Un bruit sec a retenti, et quand il a baissé les yeux, il ne tenait plus que le pied de la coupe. Le plus troublant était qu'il n'y avait pas une seule goutte de vin sur ses vêtements ni sur le sol, pas de morceaux de verre éparpillés, comme si le verre s'était désintégré en silence, effaçant toute trace de sa présence. Encore sous le choc, il s'est avancé vers le comptoir, a tendu la tige de verre au barman et lui a raconté ce qui venait de se produire. La serveuse n'a pas semblé étonnée, elle a simplement pris l'objet et a répondu d'un ton tranquille que ce genre de choses arrivait souvent là-bas, avant de lui servir un nouveau verre comme si rien n'était arrivé. Ce détachement l'a marqué plus encore que l'incident lui-même. Il est remonté avec l'impression que le lieu abritait une force invisible qui se manifestait sans chercher à se cacher, et que les habitués avaient appris à vivre avec. Je n'ai jamais cru aux fantômes et j'allais même jusqu'à me moquer de ceux qui affirmaient en avoir vu. Un soir pourtant, en camping avec ma femme, nous avions prévu de dormir dans une grande grange métallique, un ancien hangar à poteaux. Nous avions amené notre chienne avec nous et, à peine entrée, elle a commencé à se comporter d'une manière totalement inhabituelle. C'était un animal calme, qui suivait toujours le rythme, mais là elle tournait en rond autour du matelas gonflable en gémissant et en fixant les parois comme si quelque chose se trouvait juste derrière. Je lui ai répété plusieurs fois de se calmer, persuadé qu'il n'y avait rien,
quand une lumière a commencé à traverser la tôle de la porte, exactement comme si quelqu'un faisait des 8 avec une lampe torche de l'autre côté. Au début j'ai gardé le silence, incapable de savoir si mes yeux me jouaient un tour, mais après quelques minutes ma femme a murmuré « Tu vois ça ?» J'ai répondu sans réfléchir « Bordel, toi aussi tu le vois ?» et à cet instant précis la lumière s'est transformée en une sphère éblouissante, si intense qu'elle a illuminé tout l'intérieur de la grange comme en plein jour. La boule s'est mise à flotter vers nous. Mon instinct a pris le dessus, j'ai crié à ma femme de courir et nous avons filé vers la sortie, la chienne ayant déjà devancé tout le monde. Nous avons laissé le matelas et le reste derrière nous, incapables de faire demi-tour. Plus jamais notre chienne n'a accepté de remettre une patte dans cette grange, elle plantait ses pattes dans le sol et refusait d'avancer, et à chaque fois que je repense à cette nuit je comprends que je ne pourrai jamais retrouver l'insouciance avec laquelle j'abordais ce genre d'histoire. Ce que nous avons vu dépasser mes croyances, et depuis je ne me moque plus de personne quand il est question de phénomènes que l'on ne peut pas expliquer. Nous venions tout juste d'emménager dans une maison de banlieue avec un grand jardin qui semblait n'appartenir qu'à nous. Un soir, vers 22h, alors que j'allais jeter les poubelles, j'ai ouvert la porte coulissante et j'ai vu 2 silhouettes s'avancer vers la maison, tout en noir, élancées, avec une démarche qui m'a tout de suite paru anormale, presque kangourou, tant elles semblaient bondir plus que marcher, sauf qu'on était dans le New Jersey et que rien de tel n'existe par ici. Elles se déplaçaient à 4 pattes le long de la lisière du terrain, silencieuses comme de l'ombre. Quand j'ai allumé la lumière, elles se sont dressées sur leurs 2 pattes arrière et ont sprinté, un mouvement si rapide et si fluide que j'ai refermé la porte en claquant avant de les voir disparaître complètement. L'image m'est restée gravée. J'ai réveillé mes parents en chuchotant, on est allé regarder dehors. Le voisin n'avait rien entendu et le chien de la maison, d'habitude si réactif, était resté étrangement calme, comme pétrifié la minute précédente. Le lendemain matin nous avons fouillé le jardin. Nous avons trouvé l'herbe foulée de façon irrégulière et des empreintes qui ne ressemblaient à rien de connu, longues et étroites, presque comme si quelque chose avait laissé 2 traces parallèles plutôt que des sabots ou des pattes ouvertes. Pendant des semaines j'ai évité de rester seul près de la baie vitrée. J'ai installé une lampe extérieure plus puissante et j'ai demandé au voisinage s'il avait remarqué quelque chose. Certains ont ri en parlant d'animaux sauvages, d'autres ont haussé les épaules et changé de sujet, et personne n'a pu me donner une explication satisfaisante. C'était 6h du matin et je partais travailler, un moment de routine comme tant d'autres, jusqu'à ce que j'entende un bruissement dans les poubelles près de l'entrée. D'habitude je n'y prête pas attention, c'est presque toujours un raton laveur ou un animal errant, mais cette fois l'obscurité me forçait à tendre l'oreille, et j'ai contourné le conteneur pour voir. Ce que j'ai découvert m'a brisé de nouveau. Là, dans l'ombre, je voyais le corps de mon enfant, celui que j'avais perdu à cause du cancer, celui que je n'avais pas pu accompagner au moment de son dernier souffle. Il n'était pas vivant, il n'était pas en mouvement, c'était bien l'image de sa dépouille, figée, comme si le deuil avait pris une forme matérielle pour venir me hanter. Je suis resté paralysé, incapable d'avancer ni de reculer, mon esprit essayant de concilier 2 réalités impossibles, la certitude de son décès à l'hôpital et la vision de son corps devant moi, dans un lieu sordide qui n'aurait jamais dû être lié à son souvenir. J'ai fini par détourner les yeux, mais l'image restait collée à mes paupières, chaque détail ancré avec une précision cruelle. Cela s'est passé il y a 2 ans et depuis je vis avec ce moment suspendu, je me demande si j'ai croisé une vision, un rêve éveillé, ou si mon esprit, brisé par la douleur, m'a imposé cette rencontre pour me punir de ne pas avoir été là à la fin. J'ai cherché de l'aide, j'ai suivi une thérapie pour garder les pieds sur terre et pour ne pas sombrer complètement, mais même aujourd'hui il m'arrive de sentir revenir cette peur que la frontière entre la mémoire, le deuil et la réalité puisse se fissurer encore une fois. Ma grand-mère pratiquait une forme de vaudou cajun très sombre. Ce n'était pas du folklore doux, mais des rituels violents qui impliquaient parfois des sacrifices d'animaux et des saignées, et toute la famille était persuadée qu'elle avait réservé sa place en enfer. Elle ne faisait pas du tout une impression physique intimidante, elle mesurait à peine 1,50 m pour une centaine de livres, et pourtant, au moment de son dernier voyage,
sa présence sembla peser d'une manière que rien d'autre n'aurait pu expliquer. 4 hommes durent soulever son cercueil au sortir du funérarium pour le charger dans le corbillard, puis à l'église il en fallut 6 pour la faire descendre, et lorsqu'il fallut la déposer au cimetière, 8 hommes peinèrent à l'approcher alors que son poids augmentait manifestement à mesure que l'on se rapprochait de la tombe. Finalement, 10 hommes finirent par la porter jusqu'à l'emplacement où elle devait être mise en terre. Tout le monde dans l'assistance sentait que quelque chose hors du commun se déroulait, mais personne n'aurait su dire quoi. De retour à la maison familiale où se trouvait le reste des proches, mon oncle et moi allâmes dans la cuisine. La porte s'ouvrit sur une chaleur oppressante, comme si l'on avait ouvert un four. C'était d'autant plus étrange que nous étions au milieu du mois de février, dans une vieille maison de campagne sans électricité, et qu'aucune source de chaleur ne pouvait expliquer cette fournaise soudaine. Au milieu de ce souffle chaud, nous vîmes ma grand-mère debout, tenant la main de 4 autres femmes. Elles formaient une sorte de cercle silencieux et immobile. Je ne connaissais pas toutes ces femmes, mais mon oncle en reconnut 2, l'une était la sœur de sa grand-mère et l'autre leur mère, morte depuis longtemps. Les 2 autres lui étaient inconnues et semblaient venir d'un autre âge. Leurs visages paraissaient à la fois familiers et irrésolument étrangers. La scène avait quelque chose d'accent grave à la fois serein et profondément dérangeant. Nous sommes partis sans bruit. La maison paraissait tout à coup trop lourde pour rester et nous n'y sommes jamais retournés depuis ce jour-là. Près de 30 ans se sont écoulés et le souvenir conserve encore la même chaleur écrasante et l'image de ses mains jointes comme un pacte silencieux. La famille a continué de raconter l'histoire comme une évidence que rien de rationnel ne pouvait effacer, et chacun garde à sa façon une sorte de respect et de peur mêlée face à ce qu'elle a pu invoquer de son vivant. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.